Bonjour tout le monde, donc moi je suis Anna, je fais partie du pôle recherche de l'Anco. Je suis ravie d'être avec vous. Donc on m'a demandé de vous faire un point sur les modulateurs de CFTR et sur les futures thérapies. Alors, plus que des futures thérapies, je vais surtout évoquer avec vous des pistes de recherche qui évidemment j'espère vont pouvoir se concrétiser et devenir vraiment des thérapies. Je vais commencer avec une toute petite introduction sur le pôle recherche. Alors n'hésitez pas, je vais pas mal parler, mais n'hésitez pas à m'interrompre et surtout à poser des questions. Et si j'utilise un jargon, des acronymes qui vous disent rien, surtout vous n'hésitez pas à m'interrompre. Donc le pôle recherche, nous sommes 6. C'est un pôle qui vogue sous la houlette de Paola De Carli, que peut-être vous avez déjà rencontré. Donc moi je travaille, j'ai la casquette d'adjointe à la direction du pôle, mais j'ai aussi une casquette de chef de projet pour tout ce qui est action, recherche clinique et sciences humaines et sociales. Nous travaillons avec Oksana, qui est notre assistante, qui travaille évidemment en parallèle avec tout le monde. Et Lucine travaille avec moi sur les aspects recherche clinique. Et Elena et Sabine travaillent au sein du pôle recherche sur les aspects recherche fondamentale. Donc, comme vous le savez, l'association est organisée autour de 4 missions. Et nous, au pôle recherche, on s'inscrit pleinement dans la mission Guérir. Et pour ce faire, on travaille sur différents axes. Un axe de soutien au projet de recherche. Donc nous, on a un appel à projet annuel. Par exemple, sur 2024, on finance 51 projets pour une enveloppe d'à peu près 3 millions. Beaucoup de projets de recherche fondamentale, mais aussi des projets de recherche clinique et quelques projets de sciences humaines et sociales. On travaille aussi sur un axe animation, avec notamment des colloques qui sont destinés aux jeunes chercheurs. En plus du soutien vraiment financier pour des projets de recherche, on accompagne aussi des chercheurs dans tout ce qui est valorisation, pour les aider à renforcer leurs projets quand on veut vraiment renforcer la preuve de concept. Et enfin, on assiste aussi, on met des actions en place pour tout ce qui est accélération, pour que les patients puissent accéder au traitement. Un petit rappel avant d'attaquer vraiment la partie modulateur de CFTR. Les mutations, vous savez que la maladie est due à une mutation sur le gène CFTR. Il en existe à peu près 2000 qui sont différentes et qu'on peut classer en fonction de leur impact sur les différentes étapes de fabrication de la protéine CFTR. Par exemple, les mutations de classe 1, elles ont un impact sur la synthèse et en fait, il leur résulte une absence de production de la protéine CFTR. Les mutations de classe 2, vous connaissez la plus connue qui est la F508del. C'est une mutation qui a un impact sur la maturation de la protéine et en fait la protéine à l'intérieur de la cellule est complètement dégradée. Et enfin les autres mutations, 3, 4, 5, 6, elles ont un impact sur plutôt ce qui est la maturation ou l'adressage de la protéine à la surface de la cellule. Donc là vous voyez schématiser un canal CFTR. Je vous rappelle que sa fonction c'est de laisser passer les ions chlore de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur. Et quand cette fonction est absente ou vraiment très dysfonctionnelle, ça entraîne un déséquilibre au niveau des échanges entre la cellule et son extérieur. Et vous savez, ça crée cette déshydratation et cette création du mucus qui après engendre, comme vous le savez, tous les symptômes de la maladie. Donc, les modulateurs de CFTR, pour qu'ils puissent, ce sont des molécules du coup, qui sont capables de contrer ce défaut, cette dysfonction que porte la protéine CFTR due aux mutations. Et donc évidemment, les modulateurs de CFTR, pour agir, il faut qu'il y ait la production d'une protéine CFTR. Donc ces modulateurs, comme vous le savez, en France, on en a plusieurs. Des monothérapies comme des bi- ou des trithérapies, avec la dernière qui est donc Kaftrio. Ces médicaments peuvent être indiqués, prescrits à des patients en fonction de leur âge, mais aussi en fonction de leur mutation. Donc la dernière que vous connaissez bien, qui est donc Kaftrio, est indiquée pour les patients à partir de 2 ans à condition qu'ils aient une mutation F508del. Ça, c'est l'indication principale. On a un dispositif, je vais vous en dire quelques mots tout à l'heure, en France qui s'appelle le programme de cadre de prescription compassionnelle, qui nous a permis en France d'élargir cette indication et de donner Kaftrio à des patients qui ne sont pas porteurs d'une mutation F. Voilà. On a aussi un accès précoce, mais l'accès précoce, je vais vous en dire quelques mots, mais il faut rentrer dans l'indication. En France, si vous regardez le bilan du registre qui est sorti la semaine dernière, vous verrez qu'il y a quand même plus de 5 000 patients qui sont sous modulateur. Voilà, à peu près 70% de la cohorte française, avec évidemment une grande majorité sous Kaftrio. Je vous ai mis les définitions, les lisez pas, vous aurez le diaporama plus tard, mais comme je disais, l'accès précoce, c'est un dispositif qui permet de donner de façon précoce, comme son nom l'indique, un médicament le temps qu'il soit réellement disponible sur le marché. Vous savez, quand on a l'AMM en Europe, en France, on a un temps
de discussion, notamment pour discuter du prix de vente. Ça peut durer plusieurs mois, voire malheureusement des fois quelques années. Donc pendant ce temps-là, un médicament qui a l'AMM, on peut le donner en accès précoce à des patients tout en respectant une indication qui est établie. Le cadre de prescription, c'est donc un cadre spécifique qui est assez formidable. Quand on a des données qui peuvent prouver qu'un médicament peut avoir un bénéfice chez certains patients qui ne rentrent pas dans l'indication, on peut demander cet accès compassionnel. Et donc pour Kaftrio, avec des données évidemment robustes, on a été voir l'association ainsi que le CRCM de Cochin et Necker sont allés voir les instances de santé pour leur dire écoutez, on a des données qui nous font penser que Kaftrio peut être efficace chez des patients, en tout cas les patients peuvent en tirer un bénéfice, chez des patients qui n'ont pas la mutation F. Voilà, donc ce qui a été convenu, c'est de donner Kaftrio à des patients qui n'ont pas de F pendant 2-3 mois, de faire une évaluation. Si le traitement fonctionne, et pas tant mieux, les patients continuent, et si le traitement ne fonctionne pas, on arrête. Voilà. Donc il y a une cohorte de quelques centaines de patients qui ont pu bénéficier de ce programme compassionnel, et il y a à peu près 50% des patients qui s'avèrent être répondeurs, qui n'ont pas de F. Un tout petit mot pour Kaftrio chez les patients transplantés. Donc la prise d'immunosuppresseurs n'est pas, la prise d'immunosuppresseurs fait que Kaftrio n'est pas recommandé chez les patients transplantés, notamment les patients avec un greffon pulmonaire. Voilà, il faut bien mesurer la balance bénéfice-risque et ne pas évidemment mettre en danger le greffon. Donc il y a des études qui sont encore nécessaires pour vraiment pouvoir établir un usage de façon sécurisée de Kaftrio chez les patients greffés pulmonaires. Et je voulais juste attirer votre attention sur une toute petite étude, enfin petite. Elle a un peu moins de 100 patients, mais c'est une étude qui est menée par des Néerlandais. Voilà, et donc ça vise à évaluer les effets extrapulmonaires et pulmonaires de Kaftrio chez des patients qui ont une transplantation des poumons. On a eu, il y a déjà quelques mois, les résultats à 3 mois. Donc à cette époque-là, il y avait à peu près 55 patients inclus dans cette étude, tous porteurs d'une mutation F. Et l'indication de les mettre sur Kaftrio était due par exemple à un faible BMI, indice de masse corporelle, pardon, donc un état nutritionnel, on va dire, pas bon, soit une atteinte ORL aussi assez importante. Il va y avoir aussi, je pense, une non-stabilisation du diabète. Enfin, en tout cas, les indications pour mettre ces patients sous Kaftrio étaient bien établies. Et donc, on a eu les résultats à 3 mois qui étaient assez, on va dire, bons, mais il fallait évidemment attendre les résultats à 6 et 12 mois. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on aura sans doute en 2025. Voilà. À ce jour, si vous regardez le bilan 2023 du registre, vous verrez qu'il y a un tout petit peu moins de 20 patients porteurs d'un greffon pulmonaire qui sont sous Kaftrio. Donc ça, c'est des choses qui se font en France vraiment au cas par cas. Je sais qu'il y a un staff et que les indications sont discutées. Alors, Kaftrio sur le long terme. Alors en France, les premiers patients à prendre Kaftrio, c'était via l'essai clinique, ça date un petit peu. Et puis on a aussi les premiers patients qui ont pris Kaftrio via l'ATU, autorisation temporaire d'utilisation, ça c'est 2019. Donc on a quand même un recul assez important. Alors j'ai pas trouvé, pour l'instant je vais vous dire pourquoi d'articles sur la cohorte française, mais je voulais juste attirer votre attention sur un article qui a été publié l'année dernière, avec un recul à peu près de 3 ans sur l'effet de Kaftrio. Donc il y a une cohorte de 433 patients et la conclusion c'est que le traitement est bien toléré et qu'il y a un maintien en ce qui concerne les améliorations cliniques. Je vais vous passer très rapidement ces diapositives. C'est un schéma que vous connaissez, hein. Donc là c'est l'évolution du VEMS. Donc la première partie là c'est quand les patients, ah oui je ne l'ai pas dit, mais cette étude en fait elle est à la suite des essais cliniques qui ont permis d'avoir l'AMM. Donc vous savez, les patients ils font un essai clinique et puis après il y a une phase en ouverte. Alors pendant l'essai clinique, ils sont en aveugle, c'est-à-dire qu'ils prennent soit le Kaftrio, soit le placebo. Et ensuite, au bout de 24 semaines, je crois, d'après cette étude-là, on leur propose de continuer en phase ouverte et là, tout le monde a le traitement. Donc vous voyez là, en bas, le groupe placebo, où là, on voit que le VMS est plus ou moins stable. Et là, en bleu, c'est le groupe qui prenait en aveugle, le placebo en gris, et en bleu, le groupe de patients qui prenaient Kaftrio. Et on voit bien qu'ils gagnent à peu près 14 points de VEMS. On le voit là, et on voit que là, c'est le couperet qui tombe pour la phase ouverte, donc tout le monde est sous Kaftrio. Et là, on voit que le VEMS, le gain en tout cas, se maintient sur 144 semaines. Voilà. Vous avez la même chose, hein. Ça c'est le
Le chlore, voilà, le chlore qui diminue et qui se maintient. Ça, c'est le questionnaire de qualité de vie et c'est la partie amélioration des symptômes respiratoires. Donc on voit que l'amélioration, elle se maintient aussi. Et là, c'est l'indice de masse corporelle. Donc voilà, on voit que tout le monde a pris du poids et que ça se maintient. Voilà. En France, il existe 2 cohortes de patients sous modulateur. Donc il y a la cohorte adulte qui est coordonnée par le professeur Pierre-Régis Burgel à Cochin, et il y a la cohorte pédiatrique qui est coordonnée par Isabelle Sermet. Donc Pierre-Régis Burgel, c'est principalement des patients sous Kaftrio, alors qu'Isabelle Sermet, c'est des patients sous modulateur. Donc on attend, je ne sais pas si, en tout cas je pense que Pierre-Régis l'a prévu peut-être pour 2025, mais évidemment il a déjà publié quelques articles, mais ce qui va être très intéressant, c'est de voir aussi l'évaluation à 3 ans de la cohorte française. Voilà, et on espère aussi évidemment que les bénéfices de Kaftrio vont se maintenir. Je ne rentre pas dans les détails, vous le savez, sur tout ce qui est événements indésirables liés à Kaftrio. Voilà, voilà, si vous avez des questions en particulier, je peux essayer d'y répondre, mais j'ai pris le choix de pas, voilà, d'axer juste sur Kaftrio sur le long terme. Mais voilà, mais si vous avez des questions sur les effets indésirables, on peut toujours en discuter. Est-ce que vous avez des questions sur les modulateurs avant que je passe à mon autre topo? Message. Hein. Oui, je vois ça. Mais en tout cas, du coup, je m'inquiète. Est-ce que je vous ai déjà perdu? Est-ce qu'on a une idée du nombre de patients qui ont bénéficié de Kaftrio sur l'ensemble de la population monde? Non, pas du monde, de France déjà. Alors, il y en a, alors, sur le bilan 2023, il y en a 5000 qui sont sous Kaftrio. 5000 et quelques, sur les 7800. Voilà. Après, c'est les données 2023. Donc il faut, voilà, elles ne sont pas tout à fait à jour, mais on estime que depuis, il y en a peu, évidemment un tout petit peu plus qui ont été mis sous Kaftrio, surtout que l'indication à partir de 2 ans, elle est assez récente. Voilà, après, il y a parmi des... voilà, donc je dirais que, on va dire 5000, 5500 peut-être aujourd'hui, je pense grand maximum. Voilà, on a des patients, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le cadre de prescription, qui ont essayé Kaftrio et qui l'ont arrêté, puisqu'il n'y avait pas un bénéfice clinique. Donc là, je ne sais plus, je crois que c'est à peu près, je crois que c'est à peu près 400 patients qui ont dû faire le CPC. Du coup, il y en a à peu près 50% qui est répondeur. Donc voilà, donc il y a une moitié qui a arrêté. Mais aujourd'hui, c'est ça, je pense qu'il y a à peu près 5500 patients qui sont sous Kaftrio. À peu près. Est-ce que vous avez des chiffres des patients qui étaient sous Kaftrio mais qui ont arrêté pour les effets indésirables? Alors non, j'ai pas de chiffres. Non, je sais qu'il y en a. J'espère que le bilan à 3 ans pour la cohorte française qui est faite par Pierre-Régis Burgel pourra nous donner des indications. Je pense que oui. En tout cas, je pense qu'on pourra sans doute avoir le taux d'arrêt peut-être. Les raisons, ça je sais pas, mais voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de patients qui ont arrêté. Il y a des patients qui ont diminué. Il y a des patients qui ont inversé les doses. Voilà. Mais je ne peux pas vous donner une estimation. En tout cas, du nombre de patients qui ont arrêté pour effets indésirables graves, je ne peux pas vous dire. Et du coup, quels sont les effets indésirables du Kaftrio? On va l'aller, ouais. Ah, pardon. Ouais. Parce que c'est pas le sujet. Il y en a, voilà, il y en a beaucoup, enfin beaucoup, tout est relatif quand on dit beaucoup, mais voilà, on a entendu des effets psy, voilà, notamment ceux-là, voilà, pas mal. Alors il y a un effet indésirable qui est connu, c'est au niveau hépatique, qui doit être très surveillé, mais au-delà de ça, a priori, il y en a plusieurs, des troubles du sommeil, pas mal de choses. C'est une minorité. Oui, ça reste, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est notable. Alors, je passe aux futures thérapies, sauf si aux pistes de recherche. Voilà. Donc aujourd'hui, on a identifié principalement deux grandes populations pour qui il reste encore des besoins à couvrir et pour qui évidemment la recherche elle doit se poursuivre. Donc il y a des patients qui pouvaient bénéficier de modulateurs de CFTR, mais justement qui ont arrêté par exemple pour cause d'effets indésirables, ou aussi qui ont arrêté parce que finalement le bénéfice clinique n'était pas si important que ça. Et on a aussi des patients donc, qui ne peuvent pas bénéficier des modulateurs de CFTR, donc principalement les patients greffés des poumons, et aussi des patients qui ont un profil génétique qui n'est vraiment pas répondeur aux modulateurs de CFTR. Vous verrez toujours dans le registre, il y a à peu près 2400 patients qui ne sont pas traités par des modulateurs de CFTR en 2023.
puis certains qui ne souhaitent pas. Oui, aussi, oui, tout à fait. Quand je dis qu'ils ne sont pas, ça peut être aussi des patients qui sont tout à fait répondeurs et qui ne le souhaitent pas. Donc, quelle piste de recherche pour ces patients aujourd'hui? Donc, je vais passer vraiment en revue tous ces champs. Donc, évidemment, des nouveaux modulateurs, des alternatives à ces modulateurs. On va parler aussi de thérapie génétique. Je vais faire un petit focus aussi sur une meilleure prise en charge de certains symptômes, notamment les infections. Et enfin, je vais terminer le topo avec une initiative vers la muco pour essayer de booster la recherche pour des patients non concernés par les modulateurs de CFTR. Et je vois qu'il y a une coquille sur ma dernière phrase. Alors, les nouveaux modulateurs, vous avez entendu parler de la nouvelle trithérapie de Vertex. Donc l'essai clinique a eu lieu. En France, on est en attente d'avoir l'autorisation de mise sur le marché européenne. Donc la nouvelle trithérapie de Vertex, j'ai une diapo juste après, donc je vais vous la détailler. Mais ce que vous voyez là, c'est le pipeline, le portefeuille de la fondation américaine, voilà, qui est assez... comment dire, facile à lire, et ça vous donne tout de suite un peu une idée de la dynamique en termes de développement de la recherche. Donc vous voyez là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'il y a une société qui s'appelle Sionna qui développe des modulateurs. On voit que c'est un développement assez précoce. Vous savez que pour développer un médicament, on a plusieurs phases. Donc on fait d'abord une phase préclinique avec des tests sur des cellules, sur des animaux, et quand la preuve de concept est robuste, on peut passer à une première administration chez l'homme avec une phase 1. Ensuite, si tout va bien, on fait une phase 2, une phase 3, et la phase 3, c'est ce qui vous permet après d'aller demander l'autorisation de mise sur le marché. Donc là, on voit que Sionna a un développement quand même, on va dire, assez précoce. On voit, comme je vous ai dit, la trithérapie de Vertex qui est en phase 3, et on voit aussi une nouvelle trithérapie de Fer Therapeutics qui est en phase 2, elle est en cours, celle-là. Il y a 3-4 patients en France qui devraient participer. Je sais qu'il y en a au moins 2 déjà qui sont inclus. Et c'est un essai clinique qui est issu de l'essai ITCF. Est-ce que vous connaissez ITCF? Oh, oui. Non. Très rapidement. C'est un projet européen qui a été lancé en 2008, je crois. Et l'idée, c'était de faire une recherche pour des patients qui n'étaient pas concernés par Kaftrio à l'époque. Alors les choses ont évolué, mais en tout cas, à l'époque, c'était pour les patients non concernés par des modulateurs de CFTR, et les patients devaient avoir une biopsie rectale pour qu'on fabrique ce qu'on appelle des organoïdes. Vous voyez ce que c'est des sphères de cellules on fait une biopsie et on arrive à les remettre en culture et à faire une sphère. Et en fait, cette sphère-là, elle peut être un indicateur de réponse à un traitement. Donc cette sphère qu'on a reconstituée, on la met en culture par exemple avec Kaftrio, et on voit si Kaftrio est capable de restaurer la fonction CFTR. Donc c'est un modèle, c'est un indicateur, voilà, pas mal pour avoir une idée si un patient peut être sensible ou non à une thérapie. Donc l'idée, c'était d'inclure 500 patients en Europe et en Israël, de faire des tests et en fonction, de convaincre après un industriel, en fonction des réponses aux tests, de mettre en place un essai clinique. Donc c'est ce qui s'est passé avec Fer Therapeutics. Ils ont pu faire des tests avec leur trithérapie, voir qu'il y avait des patients avec certains profils qui pouvaient être répondeurs, et donc ils ont mis en place cet essai clinique qui a ouvert cette année, qui s'appelle Choices. Voilà, donc on espère que la phase 2 va être concluante et qu'ils vont pouvoir passer une phase 3. Ça donnera aussi une alternative en termes de modulateurs. La nouvelle trithérapie de Vertex, ça ressemble beaucoup à Kaftrio, alors même s'il y a une nouvelle molécule, il n'y a plus l'Elexacaftor, et surtout il y a aussi l'Ivacaftor qui va pouvoir se prendre en une seule prise, parce que les patients aujourd'hui, ils prennent une prise le matin, une prise le soir, et la prise du soir correspond à l'Ivacaftor, donc là ça sera en une seule prise. Les résultats cliniques sont positifs, et ce qu'on espère de cette nouvelle trithérapie, c'est aussi surtout qu'elle donne lieu à moins d'effets indésirables par rapport à Kaftrio. Donc comme je disais tout à l'heure, on est en attente de l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Ça devrait intervenir, j'imagine, dans quelques mois. Un tout petit mot sur une molécule qui s'appelle ETD-001, qui est commercialisée par une entreprise qui s'appelle Enterprise Therapeutics. Donc c'est un bloqueur d'un canal, c'est un canal sodium, voilà, un canal ENaC. Et en fait, les chercheurs ont mis en évidence que si on arrivait à bloquer ce canal, ça arrêtait le déséquilibre des échanges et que ça pouvait justement aussi contrecarrer l'absence du fonctionnement de CFTR. Donc voilà, donc sur la base de ce principe-là, cette entreprise, elle a développé ce médicament. Donc voilà, c'est un médicament qui est en phase 2 et du coup ça peut aussi donner une alternative au modulateur CFTR. Les thérapies génétiques. Donc le concept de la thérapie génétique, c'est d'apporter
je vais faire des grandes lignes, du matériel génétique dans les cellules pour que ces cellules se l'accaparent et puissent contrecarrer l'effet de la présence de mutations. Donc voilà, donc c'est des thérapies qui ciblent le matériel génétique, donc ADN ou ARN. Il existe différentes stratégies de thérapie, je vais vous en dire un mot là tout de suite. Et en fait, l'avantage de ce type de thérapie, c'est que potentiellement ça peut marcher sur tout type de patient, peu importe la nature de la mutation. Donc le concept qui est très intéressant, c'est qu'on s'affranchit du coup de la nature de la mutation à l'inverse des modulateurs de CFTR. Donc je vous explique juste rapidement les bases et surtout vous m'interrompez si je ne suis pas claire. Donc là je vous ai schématisé une cellule avec son noyau et avec de l'ADN, donc qui a donc le message, l'information génétique qui fait que les cellules vont fabriquer tout ce dont on a besoin. Donc il y a là, on va prendre la protéine CFTR, voilà, il y a la traduction, on va dire, du message sur un brin qu'on appelle l'ARN messager, et donc ça va donner naissance à une protéine qui va poursuivre son processus de maturation et atteindre la surface de la cellule et faire son travail de canal, en tout cas pour la protéine CFTR. Si on ajoute via un vecteur, donc excusez-moi, là c'est toujours une cellule, mais cette fois-ci vous voyez que l'ADN a été schématisé avec des petits brins rouges, et en fait c'est synonyme de la présence d'une mutation. D'accord ? Donc comme il y a une mutation, on a la fabrication d'une protéine CFTR qui ne va pas être mature. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va apporter via un vecteur qui est schématisé là, un ADN qui n'est pas porteur d'une mutation sur le gène CFTR pour notre exemple. Donc cet ADN va venir à l'intérieur de la cellule, la machinerie cellulaire va pouvoir s'en accaparer, synthétiser un ARN messager sans mutation CFTR et donner naissance à une protéine CFTR qui va pouvoir prendre sa place à la surface de la cellule. Voilà, donc ça c'est une thérapie ADN. Il existe aussi l'édition du génome ou gene editing ou CRISPR-Cas9, je pense que vous avez entendu ce terme. Donc là, on n'apporte pas un ADN dans la cellule, on va apporter du matériel qui est schématisé là par les ciseaux. Et ce matériel-là va faire en sorte que la partie qui a une mutation, on va dire, va être enlevée. Voilà, elle va être enlevée et du coup, ça va pouvoir... Donc là, on apporte du matériel, il y a une correction de la mutation. Du coup, l'ARN messager n'a plus de mutation CFTR et donc on peut aussi avoir la synthèse d'une protéine. On peut apporter aussi ce qu'on appelle de l'ARN messager. L'ARN messager, c'est comment dire une autre image de l'ADN, mais c'est une étape qui est nécessaire pour fabriquer des protéines, mais ça contient aussi le capital génétique et l'information nécessaire pour fabriquer une protéine. Donc là, la stratégie, c'est d'apporter, toujours via un vecteur, cette fois-ci de l'ARN messager. Le principe est le même, la machinerie cellulaire va s'en saisir et fabriquer une protéine CFTR fonctionnelle. Et enfin, la dernière stratégie, c'est l'utilisation d'oligonucléotides. Ce sont des petits fragments, on va dire, d'ARN messager qui peuvent venir, pareil, à l'intérieur de la cellule, remplacer le défaut sur le brin d'ARN messager et faire en sorte que la protéine CFTR soit synthétisée. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été claire? Très clair. Ok. Donc voici le pipeline des molécules en développement pour ce qui est thérapie génétique. Voilà, donc je vous les ai mis là, il y a des thérapies par ARN, par ADN principalement. Voilà, donc il y a différents laboratoires pharmaceutiques. Il y a SpliceSense qui a une étude qui est ciblée sur une mutation en particulier. C'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure que potentiellement, normalement, on s'affranchit de la nature de la mutation, sauf pour SpliceSense. Eux, pour l'instant, ils ciblent une mutation bien particulière. Donc ça, c'est un essai qui devrait avoir lieu en France. Je crois que le centre participant, ça doit être Montpellier. On a RECODE aussi et Boehringer Ingelheim qui sont les deux études aussi de thérapie génétique qui viennent d'arriver en France. Il y a Toulouse, Necker et Montpellier qui sont centres participants. Voilà, donc il y a quelques patients en France qui pourront participer à ces études de phase 1. J'ai une question. Là, je vois écrit thérapie par ARN Oui. messager inhalé. Oui. Ça sous-entend que ça ne soignerait que le poumon et pas les Oui, non, ça sous-entend que ça va aller que dans les poumons, puisqu'il faudrait faire par le sang pour pouvoir... normalement, non, ça ne va pas cibler les autres organes. Ouais, normalement. Et pourquoi ça?
bonne question. Non, non, mais la question est bonne. l'ARN messager, pourquoi je le faire inhaler, quoi? Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi le laboratoire a choisi cette voie d'administration? Peut-être qu'ils en ont... peut-être qu'ils en ont essayé plusieurs. Là, sincèrement, je ne sais pas. Mais ce que je remarque, c'est que les 3 labos que vous voyez, que ce soit Vertex, Arcturus ou Recon, tout le monde fait de l'inhalé. Vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, ils ont tous choisi. Donc, c'est que... Voilà, il y a forcément une raison qui doit être que... Il doit y avoir des raisons, oui. Voilà, mais vous avez raison. Hein, ça veut dire ça que... sous-entend qu'il n'y a que l'ARN des poumons oui, qui vont être modifiés. Il y a que les cellules, oui, il n'y a que les cellules du poumon qui vont pouvoir récupérer cet ARN-là et fabriquer une protéine CFTR, on va dire fonctionnelle. Voilà. Donc pour tout ce qui est atteinte digestive, ça risque... Voilà, alors à moins que, voilà, à ma connaissance, ça peut pas atteindre les autres organes, mais... Et pour les autres, les modes d'administration, du ouais. coup, si c'est pas inhalé, comment... Non, alors pour les autres, je sais pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu... je vais répondre à ta question après, Marianne. Les Britanniques ont fait un premier essai clinique de thérapie génique il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les résultats n'avaient pas été formidables. C'était déjà de l'inhalé à l'époque. Ouais, c'était déjà de l'inhalé. Les résultats avaient été... Voilà, c'était difficile de trancher. Voilà, la conclusion, c'était il faut qu'on continue. Bon, ils se sont arrêtés là. Donc, voilà. Mais j'essaierai de me renseigner. Pourquoi la voie d'administration princeps est celle de l'inhalé. Voilà. Pour les autres, je ne sais pas du tout. Pour Boehringer, par exemple, j'ai un doute, mais je me demande aussi si c'est pas de l'inhalé. Mais je ne sais pas, Marianne, mais je me renseignerai. Voilà. Les autres, je les connais moins bien, mais je pourrais me renseigner pour Boehringer et Spirovan. Je ne sais pas du tout par quelle la voie d'administration ciblée. Et même SpliceSense aussi, je me rends compte que j'ai un doute sur la voie d'administration, mais je pourrais me renseigner, éventuellement le mettre à jour sur la diapo, pour que vous l'ayez. Un tout petit focus sur les infections et en particulier sur la phagothérapie. Donc, la phagothérapie, c'est l'utilisation de virus pour combattre certaines bactéries. Donc en France, c'est une stratégie thérapeutique qu'on connaît. Il n'y a pas d'essai clinique, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'essai clinique. En France, on a eu pour les patients mucos l'utilisation de phagothérapie au cas par cas, voilà, où des patients, notamment quand ils étaient un peu dans une impasse et qu'ils avaient un pathogène et que les antibiotiques ne fonctionnaient plus du tout, on pouvait faire une demande à l'ANSM, en montant évidemment un dossier et en demandant de façon exceptionnelle l'utilisation de ces phages, avec une société qui fabriquait des phages qui étaient vraiment destinés à combattre spécifiques aux pathogènes résistants portés par le patient. Donc aucun médicament qui concerne les phages ne dispose aujourd'hui d'autorisation de mise sur le marché, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'arrivée d'essais cliniques concernant l'utilisation de ces phages, notamment le laboratoire BioMX, voilà, qui va faire un essai clinique contre Pseudomonas aeruginosa, et les CRCM en France vont pouvoir participer, et on va pouvoir vraiment avoir un vrai clinique muco et conclure sur l'utilisation de ces phages dans la muco, même si on sait que voilà, il y a quelques patients qui l'utilisent et pour certains depuis longtemps. Et je vais terminer avec un petit mot sur un dispositif mis en place par Vaincre la muco, comme je vous ai dit tout à l'heure, dispositif pour booster la recherche pour les patients qui ne sont pas répondeurs, qui ne peuvent pas bénéficier des modulateurs de CFTR. Donc c'est un dispositif qui s'appelle DITECAP pour dispositif de financement complémentaire à l'appel à projet. Comme je vous ai dit, nous on a un appel à projet annuel, voilà, et on a décidé en 2022 de mettre en place un nouveau dispositif avec pour objectif de fournir des solutions innovantes aux patients non concernés par les modulateurs. Donc on a, à l'inverse de l'appel à projet où les porteurs postulent et puis après ils sont retenus ou pas retenus, là on a vraiment passé commande et on a dit à des chercheurs, nous on veut des projets d'envergure, des projets innovants sur tel thème. Voilà, donc il y a deux personnes qui ont répondu à cet appel. Voilà, et on a deux consortiums. Donc il y a un premier consortium qui est coordonné par Fabrice Lejeune, qui est un chercheur à Lille, sur les nouvelles pistes de recherche pour corriger les altérations moléculaires des patients présentant un profil génétique rare. Là, c'est plus spécifiquement des patients porteurs de mutations dites non-sens, des mutations stop, des mutations de classe 1.
pour lequel il n'y a pas de fabrication de protéines CFTR. Et Fabrice, avec 5 autres équipes, ils essayent de trouver des molécules qui essayent de, comment je peux dire ça, d'effacer la présence de ce conostop. Voilà. Donc, et de faire en sorte que la machinerie cellulaire puisse continuer son travail et fabriquer une protéine CFTR, même si elle n'est pas tout à fait fonctionnelle. Mais on pourrait imaginer que si on arrive quand même à synthétiser une protéine CFTR, on peut après rajouter des modulateurs et faire en sorte qu'on restaure une fonction CFTR dans les cellules. Le deuxième consortium, il est dirigé par Antoine Roux, et là ça porte sur les patients transplantés pulmonaires. Donc c'est un projet qui s'appelle Pluto, et l'objectif est de prédire du mieux possible l'issue de la transplantation pulmonaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez un projet destiné à quel public? Alors notre appel à projet recherche est destiné à tout public, à tout soignant, paramédicaux. Alors on en a peu, c'est vrai qu'on a beaucoup de chercheurs fondamentaux qui postulent, on a des cliniciens, mais on a aussi des kinés, on a eu une année une infirmière de pratique avancée, voilà. C'est évidemment pas la majorité, mais c'est un appel à projet qui est ouvert à tout le monde. Donc si vous avez une idée de projet recherche, voilà, vous êtes les bienvenus pour postuler. La condition c'est d'être statutaire. Il faut être dans au sein d'un CHU, mais il faut être statutaire, c'est la condition. Mais après, tout le monde est bienvenu. Voilà. Projet recherche qui tourne autour de la muco, évidemment. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des médecins qui soient impliqués ça peut être quelque chose pas obligé, voilà, il faut absolument que vous ayez des CRCM impliqués, ça c'est impératif. Voilà, mais c'est pas obligé qu'il y ait un médecin avec vous qui soit impliqué dans la recherche. Il faut plutôt que vous soyez entouré de biostatisticiens, de méthodos, mais le médecin n'est pas obligatoire. Non. Du coup, il faut passer sur le portail de Vaincre la muco. Oui. Alors, il faut que vous alliez sur le portail de Vaincre la muco, il faut que vous alliez dans l'onglet Guérir. Mais dans la diapo d'introduction où j'ai mis l'équipe recherche, je vous ai mis notre adresse mail. Je vous rajouterai, si vous voulez, le lien vers l'appel à projet, si vous voulez regarder. Et que des gens ont parlé avec les délégués recherche de aussi, son lieu de... Oui, dans son département. Ouais, voilà. Vous pouvez aussi, en effet, normalement, il y a un chargé de mission. Vous pouvez aussi en discuter avec eux, tout à fait. Et le DeepCap DeepCap. Le DeepCap, c'est vous qui avez donné ces deux thèmes-là? Oui, tout à fait. Vous leur avez imposé? Oui. Passé comment? Et Oui, on a passé vous avez commande. 1 an pour bosser dessus et donnez-nous un appel à projet. Alors, non, en fait, on a dit, nous, on veut 2 projets assez ambitieux sur ces 2 thèmes-là. Fabrice et Antoine ont dit OK. Ils ont travaillé sur le projet. Les projets sont déjà finalisés. Par exemple, Fabrice Lejeune, il en est à son année 2. Voilà, donc c'est déjà constitué. Voilà. Alors, Antoine, il est un peu plus en retard. Mais voilà, mais le projet est ficelé, les équipes sont identifiées, ça va démarrer. Et ils ont 3 ans. Ils ont un soutien de 3 ans pour pouvoir, nous montrer les résultats globaux. Vous pouvez faire une commande à des chercheurs? Oui, tout à fait. C'est rare, c'est pour ça que je disais c'est à l'inverse de l'appel à projet, ils postulent avec les idées qu'ils veulent. Là, on a passé commande. Ouais. Ça ne nous arrive pas souvent, mais voilà, c'est nouveau. J'ai une question, pardon, pour ceux qui étaient au symposium hier, qui ont peut-être déjà la réponse, mais pour le nouvel essai avec Vertex qui est plutôt bien avancé. Oui, la nouvelle trithérapie. La nouvelle trithérapie. Oui. 2 questions. Est-ce que si cette trithérapie arrive sur le marché, est-ce qu'elle sera tout de suite ouverte aussi aux patients qui n'ont pas de mutation F? Alors, bonne question. Je crois pas. Je ne suis pas sûre que l'indication qui est déposée à l'EMA prenne en compte ça. Alors, je ne me souviens plus les essais cliniques, sur quelle population ils ont été faits. Voilà. Si les essais cliniques de phase 3 ont été faits sur une population plus large en dehors du F, ils pourront demander une indication qui prend en compte ça. Là, j'ai un doute si ça a été fait. Je pense que ça a été fait qu'avec des patients porteurs d'une F, parce que si je ne dis pas de bêtises, le bras contrôle, c'était des patients qui prenaient Kaftrio. Donc on a pris, des patients, et on leur a donné soit la nouvelle trithérapie, soit Kaftrio. Donc je crois que l'essai clinique a été fait avec des patients porteurs d'une F.
je ne suis pas sûre et certain. Mais je pense que du coup l'indication, elle reflète en général la population sur qui a été fait l'essai de phase 3. Voilà. Après l'EMA, à l'inverse de l'agence américaine, elle est très stricte. Alors, pour Kaftrio, les essais cliniques ont été faits chez des patients porteurs au moins d'une F, et l'agence américaine qu'on appelle la FDA avait des données in vitro, donc c'était des données sur des cellules pour dire, ok, on a fait un essai clinique avec des patients qui devaient avoir au moins une F, mais les données in vitro nous montrent que Kaftrio peut avoir un effet chez des patients qui n'ont pas de F. Et là, la FDA a accepté tout de suite d'élargir l'indication. Voilà. Alors qu'en Europe, avec des données in vitro, ça ne marche pas. Il faut vraiment faire un essai clinique dans une population. Les choses sont en train de changer. On espère que le EMA va mettre un peu plus de souplesse. Mais c'est juste pour dire que pour la nouvelle trithérapie, il est possible qu'il colle à la population qui a été choisie pour la phase 3. Mais on réussira, tout comme on a pu avec Kaftrio, à faire élargir. Au début, Kaftrio, il fallait être porteur de 2 F. Ensuite, on a fait une F. Et là, normalement, ça devrait... Voilà. Donc, ça devrait... Oui, voilà. Je ne suis pas très inquiète. Et la deuxième question, tu indiquais que ça pourrait être intéressant pour des patients qui ont des effets secondaires. Oui, c'est ce qu'on espère. Qu'est-ce qui a été identifié ? Puisque si ça amène une réponse, c'est qu'il y a on a identifié le problème. Oui, tu veux dire, est-ce que par exemple c'est le Vancaftor, enfin c'est l'Hexacaftor qu'on a enlevé qui devait faire des effets. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a compris en fait ? Alors, voilà. Bonne question. Qu'est-ce qu'on a compris pour dire aujourd'hui ? Je sais pas si aujourd'hui avec les 3 molécules de Kaftrio, je pense que pour certains effets indésirables, on est sans doute capable de les lier à une molécule en particulier. Peut-être. C'est vrai que là, il y a Vancaftor qui est arrivé à la place d'Hexacaftor. Est-ce que ça voulait dire que l'Hexa introduisait des choses et que du coup, ils se sont dit c'est bien de prendre une autre génération? Peut-être. Voilà. Donc, je ne sais pas si on est capable de lier des effets indésirables à une molécule en particulier. Moi, ce qu'on a compris dans le fonctionnement. Voilà. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, cette nouvelle trithérapie, a priori, une des attentes, c'est à ce niveau-là. En termes d'efficacité, je ne pense pas que les patients, s'ils ont gagné déjà 14 points de VEMS, je ne pense pas qu'ils en gagnent 28. Voilà. Mais je pense qu'on attend déjà sans doute aussi un confort sur la prise. Peut-être que de faire qu'une seule prise le matin, c'est peut-être plus simple que de faire 2 prises. Il y a peut-être aussi un confort qu'on attend à ce niveau-là et sans doute aussi un confort en termes d'effets indésirables ou d'effets inattendus. Sur les interactions médicamenteuses aussi, il me semble. Sur les interactions, parce que il y a beaucoup d'activateurs de cytochrome, mais du coup, il me semble que dans celui-ci, il y a moins d'interactions médicamenteuses. Les cytochromes utilisés, voilà. L'utilisation du médicament dans le corps n'est pas tout à fait la même. Il y avait une sorte d'horaire de prise aussi qui joue justement le fait qu'il y ait qu'une seule prise et qu'il ne pas rien cacher le soir. Parce que je sais que parfois c'est inversé, où quelqu'un va enlever, ou on dit tous les effets indésirables. Mais justement sur le TESA, probablement, le TESA qui a été choisi. Alors, mais le TESA, là, c'est l'Ivacaftor qui a été changé, pardon. Mais l'Ivacaftor, les patients, ils le prenaient en 2 prises parce qu'en fait, la prise du matin, il était dégradé très rapidement. Et en fait, l'exposition, c'est-à-dire que la prise du matin faisait que, la demi-vie, faisait qu'en fait, on n'exposait l'organisme que sur une courte période. Du coup, il fallait absolument rajouter une prise le soir. Voilà. Et alors que là, l'Ivacaftor seconde version, les patients ils vont prendre qu'une seule prise le matin et du coup, c'est un médicament qui va, on va dire, se libérer tranquillement dans le corps et devrait être efficace sur une durée plus longue. Mais il y aura toujours une exposition. L'organisme sera toujours exposé à ce médicament-là, on va dire, sur une durée, la durée nécessaire, mais sur plus longtemps. C'est vrai que les patients inversés ou des fois même sauter la prise du soir, c'est vrai que là, sous ce format-là, ça va être plus difficile d'inverser ou ne serait-ce que de suspendre cette dose. Mais peut-être qu'il y aura des adaptations de demi-dose en fonction des effets. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.